Soyez les bienvenus, mes chers élèves. Après avoir étudié le régime alimentaire chez les animaux, bien sûr chez les mammifères, dans cette séance, on va étudier la nutrition chez les plantes. Et on va voir surtout la nutrition chez les plantes vertes. Et on va commencer par une petite introduction. Les plantes sont des êtres vivants. Puisque ce sont des êtres vivants, donc ils naissent, ils respirent, ils grandissent et ils meurent. Donc, ils ont besoin sûrement de la nourriture. Mais comment les plantes se nourrissent-ils? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, on va commencer par quelques observations dans la nature. Ici, on observe l'irrigation d'un champ. Donc, le cultivateur arrose ces plantes de façon régulière. C'est normal. S'il n'arrose pas ces plantes, ils vont mourir. On voit ici un champ en période de sécheresse. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Donc, les plantes meurent. Et ici, on voit un cultivateur qui utilise les engrais pour améliorer le rendement de ses récoltes. Et des engrais, ce ne sont que des sels minéraux. Puis, on voit ici les tomates à l'intérieur d'une serre. Dans cette serre, l'air est riche en CO2. Donc, le rendement dans les serres qui contient de l'air riche en CO2 est plus élevé que le rendement dans les autres serres. Et enfin, on voit ici une plante laissée à l'obscurité. Elle a été oubliée dans une chambre où il n'y a pas de lumière. Et vous voyez ici qu'elle commence à jaunir. Et après quelques jours, elle se fane et elle meurt. Alors, que peut-on tirer de ces observations? Alors, d'après ces observations, on peut proposer quelques hypothèses. Ces hypothèses sont: les plantes, donc, ont besoin de quoi? Ont besoin de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, les plantes meurent, comme nous avons vu dans les observations. Ils ont besoin des sels minéraux. Le rendement des récoltes où le cultivateur a ajouté des engrais est plus élevé. Sans lumière, les plantes meurent. Donc, elles ont besoin de la lumière. Et elles ont besoin, bien sûr, de CO2. Alors, pour tester ces hypothèses et pour les vérifier, on aura recours aux expériences. Donc, on va commencer par l'expérience, dont le but est de mettre en évidence les besoins des plantes en eau et en sels minéraux. Donc, on place 10 jeunes plantes de même taille dans les tubes A et C. Ces tubes A et C, ils sont 3, le tube A, le tube B et le tube C. Dans le tube A, on a mis bien sûr de l'eau. Dans le tube B, c'est de l'eau pure, ça veut dire qu'il ne contient que de l'eau, il n'y a pas d'autre matière. Et dans le tube C, on a mis de l'eau et des sels minéraux différents. Alors, pour éviter l'évaporation de l'eau, on a mis dans chaque tube A et C une quantité de l'huile, la même quantité de l'huile, pour éviter l'évaporation. Alors, observez avec moi le début de l'expérience. Le tube A, il contient de l'eau. Une plante, bien sûr, toutes les plantes, ils ont une même taille. En B, on a de l'eau pure. Et en C, c'est de l'eau plus les sels minéraux. Après une durée suffisante, voilà le résultat de l'expérience. Dans le tube A, la plante est morte. La quantité de l'eau n'a pas diminué. Donc, la plante n'a pas utilisé de l'eau et elle meurt. Dans le tube B, la plante a absorbé quoi? Elle a absorbé de l'eau pure. Il n'y a pas de sels minéraux. Elle reste vivante pour un certain temps, mais vous observez ici qu'elle commence à jaunir. Ses fleurs prennent une couleur jaune et elle va mourir après. Dans le tube C, la plante a absorbé de l'eau et des sels minéraux. Elle se développe normalement. Elle reste vivante. Vous voyez bien sûr ses feuilles, elles sont vertes et il y a bien sûr apparition
d'autres feuilles. Il y a développement des feuilles, des premières feuilles, et il y a apparition d'autres feuilles. Donc, il se développe normalement, il se développe de façon normale. Voilà. Donc, l'interprétation est, dans le tube A, la plante n'a pas absorbé de l'eau et elle meurt. Dans le tube B, la plante a absorbé de l'eau pure, elle reste vivante pour un certain temps, mais elle va mourir, elle ne se développe pas normalement. Dans le tube C, la plante a absorbé de l'eau et des sels minéraux et elle se développe et elle croît bien sûr, elle grandit normalement. Alors, que peut-on déduire de cette expérience? Que les plantes ont besoin de l'eau et des sels minéraux. Alors, revenons à l'expérience pour voir pourquoi la plante dans le tube A n'a pas absorbé de l'eau. Parce que ses racines ne sont pas dans l'eau, elles sont dans la couche de l'huile. Par contre, les autres plantes, leurs racines se trouvent dans l'eau, alors c'est pourquoi elles ont absorbé de l'eau. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que les plantes ont besoin de l'eau et des sels minéraux. Et elles absorbent cette eau et les sels minéraux avec leurs racines. C'est très bien. On observe ici, bien sûr, la racine d'une graine en germination. Et on voit ici, bien sûr, un enchevêtrement des poils absorbants. On les appelle les poils absorbants. Et ce sont les éléments qui sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Alors, je lis la conclusion. Pour se nourrir, les plantes ont besoin de l'eau et des sels minéraux. Les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux dans le sol par leurs racines. Les racines contiennent de nombreux poils absorbants, responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Donc, ce sont les poils absorbants qui sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Ici, c'est une illustration qui nous montre l'importance des sels minéraux dans la croissance et dans le développement des plantes. La plante a absorbé plusieurs sortes de sels minéraux. Il y a de l'azote, il y a du phosphore, il y a du potassium. Il grandit normalement. En 2, il n'y a pas de calcium. Donc la plante n'a pas grandi normalement. En 3, il n'y a pas de phosphore. La plante a absorbé seulement l'azote et le potassium et son développement, bien sûr, n'est pas excellent. En 4, il n'y a pas d'azote. C'est la même chose. Et en 5, il n'y a pas de sels minéraux. Ni l'azote, ni le potassium, ni le phosphore. Donc, vous voyez ici que la plante risque de mourir. Donc, cette illustration nous montre l'importance des sels minéraux dans la nutrition des plantes. Voilà. Alors, passons à autre chose. La sève brute. Qu'est-ce que ça veut dire la sève brute? C'est l'eau et les sels minéraux absorbés par la plante dans le sol. Alors, ces substances qui sont l'eau et les sels minéraux, ils forment une substance nutritive pour les plantes. On l'appelle la sève brute. Elle est absorbée par quoi? Elle est absorbée par les racines, par les poils absorbants, bien sûr. Mais quel est le devenir de cette sève brute? Est-ce qu'il reste dans les racines? Et on va voir ici quelques manipulations. On a caché une plante avec un sac en plastique et après un certain temps, il y a des gouttelettes qui apparaissent à l'intérieur du sac en plastique. Alors ces gouttelettes de l'eau proviennent de la condensation de la vapeur d'eau rejetée par les feuilles de la plante. La même chose ici. Alors vous voyez à l'intérieur du sac en plastique, il y a des gouttelettes d'eau. Elles sont rejetées sous forme de vapeur par les feuilles de la plante. Donc, le rejet ou bien la sortie de la vapeur d'eau des feuilles de plante, ça s'appelle la transpiration. Alors, la manipulation, je la lis. On couvre une plante avec un sac en plastique. Après un certain temps, les gouttelettes d'eau se forment à l'intérieur du sac en plastique. Elles proviennent, ça veut dire les gouttelettes d'eau, elles proviennent de la condensation de la vapeur de l'eau qui sort des feuilles de la plante. Donc les feuilles de la plante rejettent une quantité d'eau sous forme de vapeur qui sort à travers les stomates. Nous avons vu déjà les stomates, ce sont des pores qui se trouvent surtout dans la face inférieure de la feuille.
Alors, le phénomène s'appelle la transpiration. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette transpiration? Alors, l'eau qui sort dans les feuilles est une partie de l'eau qui est absorbée par les racines dans le sol. Ça veut dire que la sève brute, qui est formée de l'eau et des sels minéraux, il ne reste pas dans les racines, mais elle circule, elle monte des racines aux feuilles. Et une partie de cette eau est rejetée sous forme de vapeur, et on dit que la transpiration, c'est le moteur de la circulation de la sève brute. Voilà. Alors, pour vérifier ceci encore, on a ici une petite manipulation. On prend bien sûr une branche de céleri et on la place dans un bécher qui contient du rouge neutre. Le rouge neutre, c'est un liquide vital. Et après presque 3 heures, on prend une coupe transversale de la tige de céleri et on voit ici ces points rouges, ce sont des canaux, ce sont des tubes où circule la sève brute. Alors, il contient ici un liquide coloré en rouge neutre. Et l'observation de ces canaux au microscope, on voit bien sûr plusieurs canaux. Alors, ce sont des vaisseaux où circule la sève brute. La conclusion. Pour se nourrir, les plantes vertes ont besoin de l'eau et des sels minéraux qu'elles prélèvent bien sûr du sol avec leurs racines et à l'aide des poils absorbants. L'eau et les sels minéraux absorbés constituent la sève brute qui circule dans les vaisseaux de bois. On les appelle aussi le vaisseau d'oxylème. Elles circulent donc des racines aux feuilles. Un autre problème. Est-ce que les plantes, dans leur nourriture, ont besoin seulement de l'eau et des sels minéraux? Alors, pour répondre à cette question, on a un exercice intégré. Alors, à partir de cet exercice, on va déterminer les constituants d'une plante verte. Et bien sûr, lorsqu'on détermine ces constituants, donc ce sont les constituants dont la plante a besoin pour se nourrir. Alors, l'énoncé de l'exercice. Une plante verte et fraîche pèse 200 grammes. Une fois séchée, elle est laissée à l'air libre pour se dessécher. Une fois séchée, son poids devient 80 grammes. Elle est ensuite complètement brûlée. Elle est brûlée et il a laissé 5 grammes de la cendre. La cendre, bien sûr, c'est des sels minéraux qui ne sont pas combustibles. Ils ne brûlent pas. Les questions. Quelle est la matière ou bien la substance perdue pendant le séchage et calculer son poids? Donc, lorsque la plante sèche, elle perd de l'eau. Il y a l'évaporation de l'eau. Alors, quel est le poids de cette eau? On prend bien sûr le poids total de la plante. Et puisque c'est 80 grammes qui restent après le séchage, donc elle a perdu 120 grammes d'eau. Elle s'est évaporée. La deuxième question. Déterminer la nature et le poids de la matière qui forme la cendre, qui reste après la calcination de cette plante. Alors, lorsque cette plante est totalement brûlée, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné, bien sûr, 5 grammes. 5 grammes de quoi? De la cendre. Alors, j'ai dit que la cendre, ce sont des sels minéraux. Des sels minéraux. Bien sûr, les matières minérales, elles ne brûlent pas. Elles ne sont pas combustibles. Alors, cette matière minérale, ou bien ces sels minéraux, elle pèse bien sûr 5 grammes, parce que c'est le poids de la cendre qui reste après la calcination totale de la plante. Troisièmement, quelle est la nature de la matière perdue pendant la combustion? Calculer son poids. Alors, la matière qui brûle, qui est combustible, c'est la matière organique, qu'on appelle aussi la matière carbonée, parce qu'elle contient du carbone. Alors, quel est le poids de cette matière dans cette plante? Alors, nous avons dit qu'après l'évaporation de l'eau, il reste 80 grammes. Alors, ce poids contient quoi? Il renferme la cendre, ça veut dire les sels minéraux qui pèsent 5 grammes, et le reste, bien sûr, c'est la matière organique. Il est brûlé. Et lorsqu'il brûle, il se dégrade. Il nous donne
du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie lorsqu'ils brûlent. Donc, ce sont les matières organiques qui brûlent et lorsqu'ils se dégradent, lorsqu'ils brûlent, lors de leur combustion, ils se dégradent. Alors, ils nous donnent du gaz carbonique, ils nous donnent de l'eau, la vapeur de l'eau, on ne peut pas la voir, et ils nous donnent aussi, bien sûr, de l'énergie. Donc, le poids de cette matière organique, on prend le reste après le départ de l'eau, après l'évaporation de l'eau, et on retranche 5 grammes des sels minéraux. Et il reste bien sûr 75 grammes. Alors 75 grammes, c'est le poids de la matière organique contenue dans cette plante. Et puis, la dernière question, déterminer les constituants d'une plante verte. Et comment la plante verte acquiert chaque constituant. Ça veut dire on détermine les constituants de la plante. Donc, dans cet exercice, on a mis en évidence que les plantes, elles sont formées de quoi? Elles sont formées de l'eau, un grand pourcentage de l'eau. Elles contiennent des sels minéraux et elles contiennent aussi de la matière organique. Alors, le problème qui se pose, ou bien la question qui se pose, c'est l'eau et les sels minéraux sont absorbés dans le sol. Et d'où provient la matière organique pour les plantes vertes? Alors, nous savons déjà que les plantes en général, les plantes vertes, bien sûr, les plantes vertes uniquement, ils ne prélèvent dans le sol que de l'eau et des sels minéraux. Alors, il y a plusieurs expériences qui affirment ceci, que la plante verte ne prend dans le sol, ça veut dire ne prélève dans le sol que de l'eau et des sels minéraux. Donc, d'où provient la matière organique. Alors, la possibilité qui reste, c'est que les plantes vertes fabriquent leur matière organique par un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Alors, à la lumière, les feuilles des plantes vertes absorbent du CO2. Nous avons déjà vu ça pendant l'étude de la respiration des plantes. Et ils rejettent l'oxygène. Et ils se développent normalement et grandissent avec une augmentation de la quantité de la matière organique. Donc peut-être, ils utilisent bien sûr le CO2 qu'ils prélèvent dans l'air pour synthétiser, ça veut dire pour fabriquer leur matière organique. Et le phénomène, comme j'ai dit, s'appelle la photosynthèse. Alors, d'après ces observations, les plantes, on peut déduire que les plantes vertes produisent leur matière organique au niveau des feuilles, bien sûr, à partir de CO2, parce que ce sont les feuilles qui absorbent le CO2, prélevé dans l'air, et l'eau et les sels minéraux absorbés par les racines. Alors nous avons vu que l'eau et les sels minéraux, ils constituent la sève brute et ils montent, ils circulent des racines jusqu'aux feuilles, avec un dégagement de l'oxygène. Cette synthèse, ça veut dire cette production de la matière organique, se réalise dans la chlorophylle, dans un pigment contenu dans les feuilles des plantes vertes, ça s'appelle la chlorophylle. Alors elle est nécessaire, c'est au niveau de la chlorophylle que se réalise la photosynthèse, et elle nécessite l'énergie lumineuse. Donc le phénomène s'appelle, comme j'ai dit, la photosynthèse. Alors, la chlorophylle, c'est les pigments qui donnent la couleur verte aux feuilles des végétaux verts. C'est pourquoi on appelle ces plantes les plantes chlorophylliennes, parce qu'elles contiennent de la chlorophylle, et ce sont bien sûr les seules plantes qui peuvent synthétiser et qui peuvent fabriquer leur matière organique. Alors, la matière organique fabriquée par les feuilles, plus d'autres éléments nutritifs comme l'eau et les sels minéraux, etc., ils constituent une autre matière nutritive des plantes appelée la sève élaborée. Et cette sève élaborée, elle circule, cette fois-ci, dans le sens contraire de la circulation de la sève brute. Elle circule des feuilles aux racines. Et elle est stockée dans des organes de réserve, comme les fruits, les graines, les racines, par exemple dans les carottes, les olives, dans les olives, il y a bien sûr de
de l'huile. Et l'huile, c'est une matière organique qui est synthétisée dans les feuilles de l'olivier. Dans les pommes de terre, ce sont les tubercules. Ils renferment un réserve de l'amidon. Et l'amidon, c'est une matière organique fabriquée dans les feuilles de pommes de terre. On a ici le raisin. Il contient bien sûr du glucose et deux autres sucres. Alors, ce sont des matières organiques fabriquées dans les feuilles et stockées dans le raisin. Et dans les graines, par exemple la fève et les pois chiches. Alors, les matières organiques synthétisées dans les feuilles, et ce sont bien sûr les glucides, ça veut dire des sucres, les protéines, les lipides, etc., ils s'accumulent et ils se stockent dans les organes de réserve que nous avons déjà vus, les fruits, les graines, etc. Alors, un schéma récapitulatif, on voit ici bien sûr, c'est au niveau des feuilles que se réalise la photosynthèse. Les feuilles prélèvent de gaz carbonique, l'eau arrive des racines, et à partir de CO2 et l'eau plus les sels minéraux, en consommant bien sûr l'énergie lumineuse et en présence de la chlorophylle qui a donné la couleur verte à la feuille, il y a formation et la construction de la matière organique. Cette matière organique forme, comme nous avons dit, la sève élaborée et elle circule des feuilles vers les racines. Et bien sûr, une partie de cette matière organique ou bien de cette sève élaborée, elle s'accumule soit dans les tubercules, soit dans les fruits. Alors, ici en rouge, c'est le sens de la circulation de la sève élaborée, et en bleu, c'est le sens de la circulation de la sève brute. La même chose ici, c'est un schéma explicatif. Au niveau de la feuille, il y a consommation de gaz carbonique, il y a l'arrivée de l'eau et des sels minéraux. Avec la consommation de l'énergie lumineuse, il y a bien sûr formation du glucose, et le glucose, on a donné par exemple, comme exemple la matière organique avec dégagement de l'oxygène. La conclusion. Les plantes chlorophylliennes sont des êtres vivants autotrophes. Qu'est-ce que ça veut dire autotrophe? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin pour obtenir de la matière organique d'un autre être vivant. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent et ils synthétisent eux-mêmes leur matière organique. Donc, ce sont les seuls êtres vivants capables de fabriquer la matière organique à partir de la matière minérale et le dioxyde de carbone. Donc, ils se nourrissent toutes seules, sans avoir besoin d'un autre être vivant pour obtenir la matière organique. Par contre, les champignons, ce ne sont pas des plantes chlorophylliennes, ce sont des plantes non chlorophylliennes. Est-ce qu'ils peuvent fabriquer la matière organique? Non. Pourquoi? Parce que la fabrication de matière organique nécessite la présence de la chlorophylle et les champignons n'ont pas de chlorophylle, donc ils ne peuvent pas fabriquer la matière organique et ce sont des êtres vivants hétérotrophes. Alors, comment se nourrissent les champignons? Est-ce qu'ils ont besoin de la matière organique? Bien sûr, oui, parce que tous les êtres vivants ont besoin de la matière organique et les champignons, ils prélèvent et ils absorbent toute leur matière organique. Ils absorbent l'eau, les sels minéraux et aussi la matière organique dans le sol où ils poussent. Voilà, alors je crois que la séance est terminée. Merci de votre attention. À bientôt dans la prochaine séance. Shukra.